Christian, bonjour. Bonjour Ousna, Comment tu vas? je vais très bien et toi? Ça va bien. En plus, je t'attendais. Ah, bah je suis là. Vas-y, assis-toi, Merci s'il te plaît. beaucoup. Merci. Ok. En fait, Saprod TV a vu l'apparition de ton livre, donc on est vraiment content de voir que les jeunes se lancent dans ces genres de trucs et tout. Donc voilà, de la part de Saprod TV, tu as cette petite bouteille de vin. C'est mon cadeau. Ah oui, pour te féliciter. En tout cas, merci beaucoup, c'est encourageant et c'est touchant. D'accord. Est-ce que tu pourrais aussi me dédicacer mon livre? Parce que je l'ai eu aussi. Mais avec plaisir. Ça, c'est une obligation de ma part. Je dédicace à Saprod TV ou juste à Ousna? Comme tu veux. On va dire, comme le cadeau me vient de Saprod TV, Ouais. je dédicace ça à toute l'équipe. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Alors voilà, comme moi j'ai eu le livre, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas encore eu. Ouais. Donc je vais faire une petite lecture, histoire de donner l'envie à tous ceux qui nous regardent de pouvoir s'en procurer. Mais je t'en prie. D'accord. Dans un pays où la population manque cruellement de repères politiques, ce livre est un témoignage. Celui d'un jeune centrafricain, principal conseiller en communication du leader de l'opposition Anissé Georges Deleguélé et challenger du président Touadéra lors de l'élection présidentielle 2020. Dans une analyse documentée durant 2 ans, l'auteur lève le voile sur les coulisses d'un combat sans pitié pour le fauteuil présidentiel. Manœuvres et stratégies politiques, alliances, trahison, scandales. C'est l'histoire sans concession de la conquête du pouvoir racontée par Christian Gazambeti. Son expérience, son apprentissage et ses découvertes. Alors, si tu dois parler toi-même de ce livre à ceux qui n'ont pas encore pu l'avoir, qu'est-ce que tu vas dire en quelques mots? Ce que je dirais, c'est qu'en fait, ce livre a commencé en mars 2019, le jour où l'homme politique qui a été cité en fait dans la lecture que tu as faite, qui est le président de l'Union pour le renouveau centrafricain, Anissé Georges Deleguélé, m'a fait appel afin que je puisse le rejoindre dans la conquête du pouvoir. Donc, ce livre est le journal de mon voyage à ses côtés pendant, on va dire, 2 ans, jusqu'aux élections qui ont mené le président actuel à sa réélection. Donc, c'est juste chaque jour, ce que je faisais, je l'écrivais. Chaque jour, ce que je faisais aux côtés de M. Deleguélé, je le mettais sur papier parce que pour moi, c'est un devoir de mémoire dans ma vie personnelle de documenter ce que je fais. Donc, ce livre, pour moi, n'est que le journal de bord de Christian Gazambeti auprès Aux côtés de d'un Anissé homme Georges politique. Deleguélé. Exactement. D'accord. Alors, au départ, toi, tu es conseiller en communication. Oui. Et après, tu t'es retrouvé avec Deleguélé dans URCA. Est-ce que c'est juste une prestation de service ou bien on peut dire que tu es militant de ce parti politique? Ce n'est pas qu'une prestation de service parce que dans le livre, je le dis également, il est arrivé un temps où je suis allé m'encarter dans ce parti, c'est-à-dire j'ai adhéré au parti. J'ai adhéré au parti parce que c'était la meilleure voie pour moi dans mon travail de conseiller en stratégie de communication auprès de M. Deleguélé. Donc j'avais le choix de l'accompagner de manière, on va dire, officieuse, sans être officiellement dans le parti, ou j'avais le choix de l'accompagner en étant officiellement dans son cabinet, ce qu'il m'a proposé. Et j'ai choisi cette voie, notamment parce que la vision du parti est une vision qui sied avec la vision que j'ai pour le pays, et pas seulement avec la mienne, avec celle de centaines de milliers de Centrafricains qui sont adhérents dans ce parti. Donc on peut dire que je suis militant dans ce parti. Étant conseiller particulier ou conseiller spécial d'Anissé Georges Deleguélé pendant la campagne électorale et pendant les 2 ans, est-ce qu'il arrive parfois que vous lui donnez certains conseils qu'il n'écoute pas, qu'il fait autre chose que ce que vous lui conseillez? Oui, bien sûr, et je crois que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal parce que
chaque homme et chaque femme a son libre arbitre et son jugement et peut décider, si on parle en l'occurrence d'un leader politique, qu'il soit homme ou que ce soit une femme, cette personnalité peut décider de suivre les conseils de ses conseillers pour un certain temps ou dans certaines circonstances, ou décider de ne pas les suivre parce qu'elle a son libre arbitre. Donc je dirais que bien sûr il arrive que certains conseils que je donne soient suivis et certains ne soient pas suivis, ce qui ne veut pas dire que tous les conseils que je donne sont des bons conseils. D'accord. Alors dans ce livre, à la page 153, vous avez raconté la journée du 16 décembre 2020 à Bossangoa. Vous étiez avec le président de l'Eguélé, vous étiez allé voir François Bozizé pour un accord politique et tout. Vous avez dit, je cite, « Derrière la caméra de mon portable, je remarque que la gestuelle de Bozizé n'est pas en phase avec les mots de sa bouche. Il y a quelque chose de pas net. » Vous avez remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas et tout. Pourquoi ne pas dire, ne pas conseiller à de l'Eguélé de reculer en fait? En fait, il faudrait revenir dans le contexte. Nous sommes dans un contexte où nous partons dans la ville de Bossangoa pour une alliance électorale avec le président du KNK, le parti Kwanakwa, François Bozizé, l'ancien président François Bozizé. À l'origine, avant d'arriver dans la ville de Bossangoa, j'avais déconseillé fortement au président d'Ologuélé de se déplacer vers Bossangoa. Parce que je ne croyais pas en fait dans la sincérité de l'ancien président François Bozizé, qui lui a invité M. Dologuélé à se rendre à Bossangoa pour discuter de cette alliance. Donc, à l'origine, j'ai déconseillé ce déplacement parce que je ne croyais pas que c'était quelque chose qui était sincère. Vous avez parlé de leader politique qui suit un conseil ou pas. Ça peut arriver. Dans ce cas, M. Dologuélé n'a pas suivi mon conseil. C'est son libre arbitre. Donc, nous sommes allés à Bossangoa. Je suis allé à Bossangoa avec lui parce que moi, je suis un conseiller, un exécutant. Je conseille et ensuite, je n'ai pas la décision finale. Je suis dans le voyage pour Bossangoa et en arrivant là-bas, suite à la réunion que M. Dologuélé a avec l'ancien président François Bozizé, où ils ont discuté à huis clos, ensemble, au sortir de cette réunion, ils se sont mis d'accord sur un principe d'alliance. Et ils ont voulu le faire connaître à la presse pour que l'opinion publique soit mise au courant. C'est comme ça que la presse locale a été invitée par le secrétaire général du Kwanakwa. Et lorsque la presse était présente, M. François Bozizé, l'ancien président de la République centrafricaine, a déclaré qu'il donnait son soutien à Anissé Georges Dologuélé pour l'élection présidentielle. Beaucoup de gens racontent un peu plus tard que cet accord politique était en contrepartie de quelque chose. Les gens parlent de plus ou moins 250 millions de francs CFA. J'ai écouté en fait une grande polémique par rapport à ça. Mais avant que je revienne à ça, laissez-moi dire que pourquoi j'ai parlé que je voyais une gestuelle qui n'était pas en accord avec les mots, c'est parce que moi, j'étais parmi la presse et je filmais. Il y a une vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, c'est moi qui l'ai tournée. Et lorsque je filmais, je voyais que les mots qui sortaient de la bouche de l'ancien président François Bozizé n'étaient pas en accord avec sa gestuelle. Ça confirmait seulement le fait que j'avais déjà, avant de venir à Bossangoa, qu'il n'était pas honnête dans sa démarche. Il y avait un plan caché, il y avait un agenda caché pour moi. Et c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Et comme je vous ai dit, mon livre, c'est un journal. Quand nous sommes rentrés, j'ai écrit dans mon journal ce que je ressentais, à chaud. C'est ce que j'ai. Maintenant, je reviens à la polémique des 250 millions ou des 200 millions. Vous savez, je vous dis avec toute honnêteté, j'étais dans la voiture avec le président de l'URCA quand nous sommes rendus à Bossangoa. 200 millions, c'est beaucoup d'argent. Et en francs CFA, ça ne se cache pas, 200 millions. On voit 200 millions. Je pense quand même que j'aurais vu s'il y avait 200 millions. Donc, si on me demande à moi, Christian Gazan-Métis, est-ce que le président de l'URCA a donné 200 millions de francs CFA ou 250 ou plus en contrepartie de l'alliance électorale avec le président François Bozizé, président fondateur du KNK, je dirais non. Parce que il se pourrait que ça se fasse à votre insu du moment où vous n'étiez pas d'accord pour ce voyage déjà. Il y a certaines choses qui peuvent passer à côté sans que vous ne vous en rendiez compte. Ça, ce que je peux dire, c'est que je ne suis pas Dieu. Donc, est-ce que ça peut se passer à mon insu? Ça pourrait se passer à mon insu, bien sûr. Mais, en toute sincérité, je ne le crois pas. Ok. Après ces 2 ans d'expérience, comment voyez-vous le climat politique ou bien l'avenir politique en Centrafrique à ce jour-là?
Aujourd'hui, pour moi, l'avenir est... je vais parler avec deux volets. Si je le regarde avec les yeux humains, l'avenir me fait peur. L'avenir me fait peur parce que tous les signaux que je vois aujourd'hui dans le pays sont des signaux qui me montrent qu'il y a des jours très très difficiles qui sont devant nous, qui nous attendent. Mais si je regarde avec, on va dire, les yeux de mon cœur, la foi, je suis confiant et optimiste pour l'avenir du pays. Mais pour cela, il va falloir qu'en fait, ceux qui dirigent le pays, les dirigeants politiques, en général, puissent se mettre la main dans la main pour pouvoir travailler afin que cet avenir soit meilleur. Mais si ça reste dans le contexte actuel où nous avons une majorité présidentielle qui est braquée dans ses positions, nous avons une opposition démocratique qui est braquée dans ses positions, nous avons des rebelles, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler, nous avons des rebelles qui sont braqués dans leurs positions. Si tout le monde reste figé comme ça, alors les jours qui sont devant nous vont être des jours, pour moi, c'est triste à dire, mais malheureux. Mais si on arrive à avoir un consensus entre les personnes avec qui il faut un consensus. Donc, je suis optimiste d'un côté, avec la foi. J'ai mais peur avec d'un beaucoup côté, de avec réserves aussi. Exactement. Au lendemain de la délibération du premier tour des élections 2020, la Côte 2020 décide de se retirer du processus électoral. Mais 2 jours plus tard, Anissé Georges Deleguélé annonce officiellement que l'URCA allait continuer avec le processus. Aujourd'hui même, on se rend compte que beaucoup de membres de cette Côte se retirent. Pourquoi est-ce que lui, il ne se retire pas? En fait, je pense que c'est une question dont M. Deleguélé lui aura la meilleure réponse. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que le Code 2020, la coalition de l'opposition démocratique 2020, qui a été fondée devant moi, je le dis déjà dans le livre, qui a été fondée devant moi, pour moi, le jour où cette coalition a pris la décision de, disons en quelque sorte, de boycotter le deuxième tour des élections législatives, lorsque j'ai lu ce document, la chose que j'ai faite, c'est de conseiller à M. Deleguélé, le président de l'URCA, de se retirer de cette plateforme. Je lui ai conseillé de se retirer de cette plateforme pour la simple raison que pour moi, dans la vie, on porte un fardeau pendant un certain temps et il y a toujours un temps d'expiration à chaque fardeau. Pour moi, lorsque le Code 2020 a pris cette décision que je trouve totalement pour moi antidémocratique, les raisons qu'ils ont formulées dans leurs notes étaient vraiment pour moi même des raisons qui n'avaient pas lieu d'être. À partir de ce moment, pour moi, le fardeau devait être déposé par terre. Donc, j'ai conseillé à M. Deleguélé de quitter cette plateforme parce que pour moi, cette plateforme ne lui servait plus. Donc, visiblement, il a choisi, avec le parti, de rester dans cette plateforme. Parce que vous avez dit que 2 jours après, il y a eu la direction nationale de campagne. Ce n'est pas M. Deleguélé qui a pris la décision, c'est la direction nationale de campagne, c'est le parti qui a pris la décision de rester sans pouvoir le dire forcément, mais ils ont pris une note où tout le monde a vu qu'il reste. Pour moi, c'est une erreur grave. C'est même pas c'était. Pour moi, c'est une erreur grave que j'ai notamment notifié à M. Deleguélé et notifié au cadre du parti en réunion. C'est quelque chose que j'ai dit. Vous savez, je suis quelqu'un qui a la parole assez libre. Ce n'est pas parce que j'ai la carte d'un parti politique que je vais être, je vais dire, fanatique ou bien esclave d'esprit. Non. Ce que je pense, je le dis. Une fois de plus, je joue mon rôle de conseiller. La décision revient aux personnes compétentes. Mais comme dernier mot, ce que je peux dire par rapport au Code 2020, le Code 2020 a été un échec cuisant. Ça a été un échec cuisant. Ça a été au début une grande opportunité pour la démocratie centrafricaine, pour la vie politique centrafricaine. Et s'ils avaient réussi à faire ce que la population centrafricaine, ce que l'opinion publique et ce que la communauté internationale attendait d'eux, c'est-à-dire de mettre leurs égos de côté et de regarder la personne qui était la mieux à même de pouvoir remporter les élections face au président actuel et de soutenir cette personne, s'ils avaient été à même de faire ça, c'est ce que tout le monde attendait, on pourrait dire qu'ils auraient rendu un grand service à la République centrafricaine. Mais à ton avis, pourquoi ils n'ont pas réussi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas bien fait? Ou bien qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont été malhonnêtes entre eux. Ils ont été malhonnêtes entre eux. Il y a des leaders politiques dans l'opposition qui savent très bien qu'ils n'ont aucune chance de devenir président de la République. Ils le savent. Leur score l'a démontré. Ils n'ont pas
accepter de mettre l'ego de l'homme et de la femme politique, qui est l'un des plus forts au monde, de côté et de dire tel homme ou telle femme est mieux placée, a plus de chances de gagner parce qu'elle a plus de popularité, plus de crédibilité, elle a une masse populaire derrière elle. Ils n'ont pas été capables de faire ça, de ranger leurs égos et d'aller vers un intérêt commun. Et à cause, je dirais, de ce côté malhonnête, de cet égoïsme, ils ont sacrifié, pour moi, en fait, un rêve que beaucoup de gens attendaient. Donc, quand je dis que c'est un échec cuisant, c'est sur la fin. Au début, ils ont bien commencé. Et je le dis dans le livre, notamment pour moi, l'arrêt de mort du Code 2020, c'est lorsque le président François Bozizé est devenu président du Code 2020. Monsieur Gazan-Biti, si quelqu'un désire aujourd'hui avoir ce livre, il peut l'avoir où? Mais la conquête du pouvoir, ce livre, déjà, il est disponible à Bangui. Il est disponible à Bangui. Il est en vente mobile. C'est-à-dire qu'on n'a pas un lieu de vente précis. On a un numéro de téléphone qui est le 72 88 47 88, là où les gens appellent pour placer leur commande. Et ils sont livrés à domicile. Ils sont livrés à domicile. On a voulu faciliter aux gens de ne pas avoir à se déplacer. Et ça, c'est pour ceux qui résident en République centrafricaine. Ceux qui résident à l'étranger, le livre est disponible sur Amazon, sur la plateforme de vente Amazon, en version numérique et en version également papier, comme nous l'avons là. Et ils le commandent directement, peu importe où ils sont dans le monde, et ils sont livrés par Amazon. Donc tout le monde est servi. La diaspora et les étrangers qui sont intéressés par la République centrafricaine peuvent lire La conquête du pouvoir à travers Amazon. Ils tapent seulement La conquête du pouvoir, ils vont dans Amazon, ils tapent La conquête du pouvoir, et le livre sortira parmi les premiers résultats. Et à Bangui, on appelle le 236 72 88 47 88, et on est livré à l'adresse de notre convenance. Merci beaucoup, Monsieur Gazan-Biti. Ousna, c'est moi qui vous remercie.